Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur votre émission Matin Libre Politique sur ML TV, Matin Libre Télévision. Et c'est encore pour nous donc un devoir de vous faire mieux comprendre l'actualité. Nous allons rester collés à l'actualité. Aujourd'hui, des thématiques seront abordées avec notre invité. Vous le savez, depuis quelques années, le gouvernement béninois a entrepris des réformes donc, dans cet univers du Hajj. Donc au Bénin, le pèlerinage à la Mecque, cela s'organise de façon structurée depuis quelques années. Quelles sont les réformes apportées et quel est le regard justement de ceux-là qui bénéficient de cet appui gouvernemental? Et donc nous en parlerons. Et puis les élections générales de 2026, que faire pour des élections apaisées? Les acteurs politiques ont-ils des responsabilités? En tout cas, notre invité essaiera de nous donner du contenu. Et puis, nous n'oublierons pas, dès l'entame, nous allons vous présenter sa fondation, puisqu'il est le premier responsable de la fondation. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'essence de cette initiative, vous aurez droit justement à des réponses suite à nos questions. Notre invité, c'est un fils du Bénin. Il s'agit de El Hadj Yakubu Malekhossou, qui est le président de la fondation Malekhossou. El Hadj, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Vous êtes le président de la fondation Malekhossou. Pour ceux qui peut-être entendent pour la première fois et ceux qui connaissent déjà la fondation, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place une fondation dénommée Fondation Malekhossou? Merci, monsieur le journaliste. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Excusez-moi, c'est notre manière de saluer tout le monde et de rendre grâce à Dieu. Parce que si Dieu n'a pas voulu, je ne serais pas ici. Tout à fait. Il peut y avoir d'incidents sur la voie, la voiture, moi-même. Bon. Mais Dieu a permis que vous soyez là. Ah oui, il faut lui rendre grâce. Et c'est ça que nous demandons à tout le monde. Si vous avez un projet, et le projet, même si ça n'arrive pas à trouver une solution, il faut remercier Dieu. La fondation Malekhossou que je présente ici, je profite de votre micro pour saluer le promoteur de la télévision parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Les promoteurs rencontrent trop de difficultés dans le pays parce que ça ne marche pas. Les gens n'ont pas voulu quand même présenter leurs produits à la télé. On veut faire quelque chose. Il faut quand même courir vers vous. Mais les gens ne font pas ça. Tout à fait. La publicité, ça en manque. Oui, ça fait mal parce que vous avez des charges. Le promoteur a des charges. Et nous demandons à la subhanahu wa ta'ala qu'il faut que cela change. Il faut que les gens sachent que sans la communication, rien ne peut marcher dans le pays. Donc je salue le promoteur et que je demande à la subhanahu wa ta'ala de le soutenir et soutenir tous ceux qui sont dans la maison, du haut jusqu'en bas, qui vous soutiennent. Si vous avez le soutien de Allah subhanahu wa ta'ala, je crois que ça va aller. La santé surtout, la santé. Amen. Bon, vous avez demandé la fondation Malekhossou. Oui, comment cela est arrivé. Oui. Sinon, c'est ONG Amour. C'est après qu'on a ajouté Malekhossou. ONG Amour a été créée en 2004. En 2004 qu'on a créé cette ONG. À plus de 20 ans maintenant. Oui, plus de 20 ans. Donc, c'est après que notre patriarche, El Hadj Karim Da Silva, nous a demandé, non, au lieu de dire ONG Amour, il faut dire Fondation Malekhossou. Pourquoi? Un jour, il a été invité à Aboumé, dans notre musée,
il a un de ses amis qu'on a voulu introniser. Il est arrivé et à sa grande surprise, on lui a dit, bon, il avait déjà enlevé ses chaussures. Avant de rentrer dans le palais historique d'Aboumé, tu dois enlever tes chaussures, enlever le chapeau. Et c'est ça qu'il a fait comme tout le monde. Oui. Et les Bonougans, ceux qui suivaient le palais, il y a un qui est venu vers lui pour dire, mais elle a dit, vous êtes musulman, non? Il dit, oui, je suis musulman. Il dit, ah, non, portez vos chaussures. Il est étonné. Ah, mais les autres ont enlevé les chaussures. Je fais comme les autres. Ouais. Il dit, non, ce n'est pas possible. Ah, le monsieur insiste, portez vos chaussures. Le chapeau aussi. Et il a fait. Et c'est de là qu'il a voulu savoir les raisons. Et c'est de là que les gardiens du palais lui ont expliqué que c'est depuis les années 1713 que les musulmans ont eu ce privilège. Pourquoi? Le roi Gadja, lorsqu'il a pris le trône de son frère Akaba, Oui. il s'est fait que le royaume d'Oyo a voulu, non pas voulu, ils ont attaqué le royaume de Dahomey. Et ils ont déjà pris une grande partie de la terre de nos aïeux. Les guerriers dahoméens, ils vont au front, mais ils perdent au moins la moitié de leur effectif. Donc si c'est 100 guerriers, on tue au moins 50. C'est ce qui se passe maintenant dans le nord. Et vraiment, et ce qui a étonné les guerriers dahoméens, à 14 heures, ceux-là laissent leur âme pour aller prier. 16 heures. Au moment où ils sont en train de prier, au lieu de tirer nos guerriers, au lieu de tirer sur ceux-là, quelque chose les retienne. Et ils ne comprennent pas. Eux-mêmes n'ont rien compris. C'est quoi? Parce que le Dahoméen a l'habitude de mettre le front par terre pour le roi. Mais ceux-là, ils mettent le front par terre, on ne sait pas qui est là, qui est devant eux. Ils n'ont rien compris. C'est le Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est une puissance. Cela veut dire que ils ont partir à Aboumé, Dahomey, pour rendre compte au palais, pour rendre compte au roi. Le roi dit prochainement, moi-même, je vais rester devant. Le roi est parti et il a constaté la même chose. Il dit, bon, repliez. Et de là que, à son retour, il s'est rapproché. Il avait des Maliens qui étaient ici, des commerçants. Il s'est rapproché de leur restaurant. Vous là, vous allez de mettre le front par terre. Mais pour qui? C'est ce que j'ai constaté là-bas. Oui. Il dit non, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, seul Dieu mérite qu'on mette le front par terre. Les autres, non, nous on ne peut pas le faire. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est une puissance. Et c'est de là que le roi lui a dit, bon, si c'est ça, mais cherchez-moi, priez pour moi, afin que ceux-là ne prennent pas le palais. Parce qu'ils sont déjà à Moueki. Et c'est de là que l'autre a dit non, il faut des marabouts. Ce ne sont pas des marabouts maintenant qui font pilulent partout, hein, non, des anakeurs par... Oui, non. Donc c'est des vrais marabouts, des alphas. Et c'est de là que le roi lui a dit, bon, pas de problème. Moi, je veux la paix dans mon pays. On ne peut pas arracher la terre de mes aïeux. Ils ont déjà commencé, mais vraiment, si c'est ça, je suis d'accord. Et c'est de là que le Malien lui a dit, je vais partir à Canon. J'ai un ami là-bas, il est célèbre. S'il prie pour toi, tu auras satisfaction. Le roi dit, ok. Il est parti
il a amené 3 de ses frères. Je suis en train de couper. Hein. Oui. Il a amené 3 de ses frères. Ils sont arrivés, ils ont prié. Et c'est de là que les guerriers du royaume d'Oyo nous ont abandonnés. C'est l'histoire en bref. On a expliqué ça à notre patricia. Il connaît déjà l'histoire. Mais on le lui a rappelé. Donc c'est à cause de ça. Donc les musulmans ici sont comme des rois. C'est comme des rois. C'est le roi Gaya qui a fait ça. Et ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il dit, bon, le nom là, il vaut mieux de dire ONG Malekhossou. Fondation Malekhossou. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites fondamentalement? Et il faut dire que la Fondation Malekhossou est composée presque de tous les imams du Bénin. Je dis tous les imams du Bénin, nous avons 77 communes, oui, et tous ceux-là sont avec nous. En plus, il y a des non-musulmans. Nous avons beaucoup de non-musulmans qui ont décidé d'être membres de cette fondation, des autres religieux aussi, parce qu'ils ont vu ce que nous avons l'habitude de faire. Nous, c'est la paix. Et je peux dire que si j'ai abandonné l'hémicycle depuis 2015, c'est à cause de la fondation. Parce que si tu es député, tu dois être opposant. Tu seras partisan. Donc, voilà. Donc nous sommes au juste milieu. Et c'est ça que les gens ont aimé. Il a aussi la solidarité. Chaque année, nous allons dans les prisons donner des vivres aux prisonniers, surtout pendant les carèmes. Nous sommes à Diako, nous sommes à Boycon, les maisons des malades, je dis, excusez-moi, les malades mentaux. Oui. Nous sommes avec eux. Nous avons des partenaires qui nous aident. Et même il y a des Béninois ici qui nous aident. Donc, et nous vivons sur les cotisations. Sauf le gouvernement. À l'arrivée de Talon, la fondation existait. Mais lui, il nous a invités pour savoir, bon, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Parce que voir ce que nous faisons, le rôle que j'ai joué et à l'Assemblée nationale, le président Talon, il suit. J'ai été député en 2007 et moi, mon rôle à l'Assemblée, je n'ai jamais insulté un ministre, je n'ai jamais insulté un député comme... un président, voilà. Oui, le président, je n'ai jamais insulté le président. Or, les députés, ils sont libres d'insulter le chef de l'État, d'insulter les responsables. Mais si moi, je prends la parole, c'est pour leur donner conseil. Chers collègues, ayez la crainte de Dieu. Le Coran a été clair. Verset 59, sourate 4. Ô vous les croyants, obéissez aux prophètes, obéissez aux parents, obéissez à ceux d'entre vous à qui j'ai donné le pouvoir. Et c'est ça que j'ai fait. Donc le président Talon, il suivait, c'est de là, il m'a appelé pour dire, bon, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il faut pour ta fondation? J'ai dit, président, pendant les carèmes, nous souffrons beaucoup. Nous devons aller dans les prisons, etc. Il dit, bon, si c'est ça, je vais vous aider. Donc, à partir depuis 2016, je dis, le président de la République, pas le président Talon, oui, tout à fait, nous aide. Mais si je dis maintenant, j'ai compris qu'il veut partir. Il m'a dit, Aladji, je ne veux pas que mon nom sorte. Sinon, on va dire que c'est la politique. Oui. Je ne veux pas. Vous en parlez maintenant parce qu'il veut partir. Voilà. Je peux te dire que c'est pour la première fois que je suis devant une chaîne pour expliquer à nos frères musulmans que tout ce que nous faisons pendant le mois de carême, c'est le président Talon. Parfait. Très bien. En tout cas, une précision et une exclusivité d'ailleurs sur ML TV. Voilà, merci beaucoup à vous, Elhadj Yakubu Malekhossou. Et donc, nous savons que vous faites énormément, surtout pour appeler les hommes politiques, les populations, donc à préserver les acquis, à préserver la paix, pour que nous passions des moments donc d'élection, dans des moments donc de festivités et tout cela. En tout cas, on en parlera justement. Notre
thématique, c'est bien le Hajj au Bénin et avec les réformes qui ont été apportées depuis quelques années. El Hajj Yakou Malakhossou, déjà, le pèlerinage à la Mecque, qu'est-ce que cela représente pour le fidèle musulman? Merci, monsieur le journaliste. Si on parle du pèlerinage, il faut aller à l'origine. Comme vous le savez, les musulmans, pendant le jour de Tabaski, ont tué les moutons. Pourquoi il faut tuer les moutons? Le prophète Abraham, alayhi salam, c'est quelqu'un qui, dans sa vieillesse, n'a pas gagné d'enfant. Jusqu'à plus de 100 ans, le bon Dieu ne lui a pas donné un enfant. Mais au cours d'un rêve, il a constaté qu'il faut aller à un endroit demander. Il a pris la route et les anges lui ont montré un endroit. C'est ça Kaaba aujourd'hui, là où nous allons pour faire les 7 tours, c'est là. Quelque chose lui a dit, arrêtez là. Et il a trouvé un signe. Le signe là, il sait que c'est Dieu qui est là. Il n'a pas vu Dieu, mais le signe là lui montre quelque chose. C'est de là, il a dit, Dieu, à mon âge, je sais que je suis vieux, mais donnez-moi un enfant. Je veux un enfant. Tous les prophètes ont des enfants, mais moi je n'en ai pas. Donnez-moi ça. Si vous me donnez, je peux prendre cet enfant-là, le sacrifier pour vous, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il a dit. Il est retourné à la maison, c'est un peu long, Oui. L'enfant est arrivé. L'enfant est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié qu'il avait fait une promesse à Dieu. Et c'est de là que l'ange Gabriel lui a rappelé. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as dit à Dieu? Dans la maison, bon, aujourd'hui c'est la maison sacrée. Est-ce que tu te rappelles? Il dit oui. Répète-moi ça. Il dit non. Dieu, donne-moi un enfant. Les gens sauront que moi-même j'ai un enfant et cet enfant, je peux le sacrifier pour vous. L'ange Gabriel dit, mais qu'est-ce que tu attends? Dieu n'aime pas les fausses promesses. C'est de là que il a réveillé sa femme pour dire, ah, j'avais promis à Dieu de me donner un enfant. Mais j'avais dit, si tu me donnes l'enfant, Dieu, je vais le sacrifier pour toi. Sa femme a dit, pas de problème. Bismillah. Il a réveillé son enfant pour lui dire, mon fils, ce qu'il a dit à la maman, c'est la même chose. Le fils lui a dit, Alhamdulillah, je suis d'accord. Je rends grâce, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et si tu as promis à Dieu que je vais retourner contre lui, pas de problème. C'est de là qu'il a pris. J'ai dit bien que je suis en train de couper. Oui. Il a pris l'enfant et sur la voie, le diable qui ne veut jamais, qui a promis à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont l'adorer plus que lui, Dieu. Donc les enfants du diable, ils ont commencé à lancer des cailloux. Ismaël, fils d'Abraham, et il lance les cailloux pour dire, bon, retourne à la maison. Là où tu vas, là, on veut te tuer. L'enfant aussi prend les cailloux, il le lance pour dire non, je vais là où je vais, je suis avec mon papa. De cette manière, il a soutenu jusqu'à l'endroit où on doit le sacrifier. Le papa, il a dit à son papa, je ne veux pas te voir
il faut essayer de m'attacher les yeux. De les yeux. C'est de là qu'il a pris un pan pour lui attacher le visage, les yeux. Il a pris le couteau, il dit Bismillah Rahman Rahim. Allahu Akbar. Il a fait ça. Le couteau, mais le fils lui avait dit il faut que le couteau soit tranchant. Je ne veux pas avoir de souffrance avant de partir vers mon Seigneur. Le couteau qu'on a essayé de bien mettre tranchant, on dit, Oui, non? oui. Il a commencé, il a mis son cou comme ça, il ne veut pas regarder, Oui. il est en train de faire ça. Croyant que c'est son... Or, en ce moment, l'ange Gabriel a déjà reçu des instructions de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Allez me prendre l'enfant là, la bête là, il faut Le remplacer. le remplacer. Donc, lui croyait que c'est son enfant. Qu'il est en train d'égorger. Or, c'est la bête. Il ouvre les yeux, mais il dit, ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Son enfant est à côté. C'est l'histoire, ça. Très bien. Pourquoi nous, les musulmans, on tue les... Sinon, c'est une promesse. Et Dieu a changé par la bête. C'est pourquoi, chaque année, on tue les bêtes. Mais ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Le premier pilier, c'est la foi. Deuxième pilier, c'est la prière. Troisième pilier, zakat. Quatrième pilier, carême. Cinquième pilier, la tabaski. Très bien. Donc, c'est ça, c'est l'histoire, ça. Maintenant, la Mecque. Oui. Pourquoi effectuer le pèlerinage à la Mecque? Le pèlerinage à la Mecque, c'est une obligation pour tous les musulmans. Mais si tu as des moyens, tu n'as pas essayé, tu n'es pas obligé d'aller chaque année si tu as des moyens. Au moins une fois. Au moins une fois dans ta vie. Dans ta vie. Les autres, tu peux envoyer des amis, des parents. Si tu vois ceux qui montent dans l'avion là, oui. Sans te mentir, il y a au moins 50% qu'on a envoyé. Je dis 50%. Si je ne m'abuse pas. Parce que j'ai été déjà une fois, j'ai des moyens. Et pourquoi ne pas aider ceux qui sont... Ouais, c'est ça qui se fait. Et si tu vas là-bas, ce n'est pas le plaisir. Ah, on souffre là-bas, on souffre énormément. Moi, mon premier voyage, c'était en 1982. 82. Il y a beaucoup d'années. Hein. Oui. Mon premier voyage à la Mecque, bien vrai, j'ai déjà fait plus de 10. Mais mon premier voyage, c'est en 82. J'étais jeune, mais j'ai souffert. En ce moment-là, il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y avait pas d'ascenseur. Tu vas faire 10 escaliers. Parce que nous, on est logé dans le 12e escalier, comment on peut dire? 12e étage? 12e étage. 12e étage, donc il faut marcher à pied pour aller là-bas. Marcher à pied pour descendre. On a souffert. Très bien. En attendant hein, de revenir, El Hadj Yakubu Malek Rossou, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Surtout que vous avez connu plusieurs époques, plusieurs temps en ce qui concerne donc le pèlerinage à la Mecque, l'organisation au Bénin. Véritablement, qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis quelques années en ce qui concerne justement l'organisation du Hajj au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. À l'arrivée du président Talon, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses. Parce que, à son arrivée, comme je viens de le dire, personnellement, il m'a appelé. Ce qui me fait peur chez le président Talon,
C'est quelqu'un, je peux dire qu'il est en mission. Il est en mission recommandée. Les gens vont me dire, vont m'insulter pour dire que ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Il est en mission parce que celui-là, qui a été candidat en 2016, je n'ai pas travaillé avec lui. Tout le monde sait que le président Adjavon, c'est mon ami. J'ai travaillé avec Adjavon. Je n'ai pas mis pied à Novotel. Au moment où tous mes collègues députés vont là-bas, on est avec Adjavon et on va là-bas aussi. Moi, j'ai refusé, je n'ai pas été là-bas. Vous êtes resté fidèle à votre choix? Fidèle, je dis que je ne n'irai pas. J'ai été approché par plusieurs responsables. Le président Talon veut te voir. J'ai dit non. Si je vais là-bas, il va me donner de l'argent. Je vais prendre. Mais ce n'est pas bon. Je ne peux pas prendre de l'argent chez Adjavon et prendre encore de l'argent chez lui. Pour moi, c'est la fidélité, mais j'ai maintenu ma décision jusqu'au deuxième tour. C'est à l'hôtel Azanlaï. Je fais partie des cinq personnalités qui vont suivre le président Adjavon pour aller signer l'accord. Oui, le mémorandum d'entente entre les... Voilà. C'est le jour-là que j'ai vu monsieur le président Talon. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est le jour-là que je l'ai rencontré. Je l'ai salué. Il dit, ah, c'est malheureux. Il dit, ah, maintenant on est ensemble. J'ai pris son numéro. Mais comment celui-là, je suis chez moi et il m'appelle pour me dire qu'est-ce que je vais faire pour les musulmans. Carême, les vivres. Deuxièmement, je lui ai dit, monsieur le président, nous souffrons pendant, au moment où on veut aller au pèlerinage, nous souffrons beaucoup. Si vous pouvez nous aider vraiment, afin que ça ne soit plus de tracasse, parce que nos frères du Nord, oui, à un mois du départ de la Mecque, ils sont déjà ici. À Zongo. À Zongo, on ne connaît pas le jour où l'avion va arriver. On ne connaît pas. Mais on est là. On est là. Les pèlerins ne trouvent pas même de l'eau. Si ceux qui ont des parents ici, ils ont eu la chance, parce qu'ils sont tellement nombreux, de sorte que les responsables de Zongo ne pouvaient rien en son temps. J'ai dit au président, faites-nous quelque chose. Et c'est de là, il a dit, ah, si c'est ça, je vais construire un centre pour vous. Il vous l'a promis en même temps. Il a pris, qui va le faire? Et il l'a fait. Il a fait. Et depuis plusieurs années, les pèlerins, je lui ai parlé aussi des vols. C'est moi qui lui ai dit ça. Ce n'est pas pour s'inventer. Je lui ai dit, les vols, on ne connaît pas le jour où ils vont arriver. On ne connaît pas le départ. Président, faites-nous quelque chose. Et c'est de là, tout dernièrement, il avait déjà commencé, mais tout dernièrement, il nous a confié à la direction Aglo. Et c'est organisé. Tu quittes le centre, oui, notre site, directement, tu montes dans l'avion. Et il n'y a pas beaucoup de pays, hein. Cette organisation, je peux dire, ce n'est pas pour s'inventer. Je peux dire que c'est le président Talon, c'est lui seul, parmi les chefs de l'État, c'est lui seul qui a essayé de nous organiser comme ça. Il paraît que c'est mieux au Nigeria. Non, ce n'est pas vrai. J'ai été au Nigeria plusieurs fois, prendre des vols pour aller à la Mecque. Non, c'est pas... L'organisation d'ici, il n'y en a pas. Hein. Même tout près ici à Lomé, il n'y en a pas. Ça, je vous le dis. C'est pas... On est obligé de... Parce qu'il s'en va. On est obligé de dire ce qu'il a fait pour la communauté musulmane du Bénin. Donc, il a exigé même, le président Talon a exigé qu'il faut que les pèlerins soient dans le même quartier à la Mecque.
dans le même quartier. Parce que autrefois, on peut dire que les gens qui viennent du Nord, ils sont ici et les autres sont à Akpakpa. Et donc tout le monde... Loin de la mosquée, loin de la... Il dit non, désormais, il faut que tout le monde soit ensemble. Et ce qu'il a rénové tout dernièrement pour ce pèlerinage, oui. Bien vrai, il veut partir, mais il a organisé 4 passages. Or, avant, on reste 10 jusqu'à 12 dans une salle. Les pèlerins, ils peuvent témoigner. 12 à 10 dans la même salle. Le président Talon a exigé, même si c'est cher, il le faut, pas plus que 4 personnes dans une salle. Il n'est pas musulman. Mais est-ce que tout ça, ce n'est pas dans l'argent que les pèlerins paient? Oui, on peut dire que c'est dans l'argent, mais c'est mieux. C'est encore mieux, c'est dans l'argent. Et c'est pourquoi cette année, ils voient que les gens sont partis chercher le bâtiment. Le bâtiment est cher. On lui a posé le problème, il dit non. Vraiment, il faut qu'on reste dans les limites de l'année passée. Oui, j'ai dit 4 passages, il doit y avoir d'incidents financiers. Mais il faut que le gouvernement nous accompagne. Et c'est ce qui ça fait près de 300 000 francs par pèlerin. Donc, tout ça, c'est des innovations. C'est quelque chose qu'il faut que les musulmans soient au courant. Voilà. Les convoyeurs maintenant, parce qu'il y a quand même certains qui sont dans des compagnies, qui organisent avec l'État ces gens qui organisent un peu le processus donc, de convoyage des pèlerins. Est-ce que certains ne sont pas vraiment lésés? Est-ce que, bon, il y a l'équité, il y a tout ce qu'il faut pour que chacun puisse trouver son compte? Non, en ce qui concerne les convoyeurs, avant, il y avait du désordre. Il y avait du désordre. Tu prends l'argent de 10 personnes, au lieu que les 10 là restent ensemble, ils sont éparpillés. Maintenant, tout le monde est ensemble. Il y avait du désordre parce que on prend de l'argent plus que le nombre de places. Les gens prenaient de l'argent et cela est arrivé. Et c'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères, qui est le président de ce comité, oui, a demandé aux gens, ne donnez plus de l'argent. On nous a accordé 2300 places. Donc, si quelqu'un donne de l'argent, c'est à son risque. Parce qu'il y a des convoyeurs qui prennent de l'argent et ils gardent. Et c'est pour l'année prochaine, ce n'est pas bon. Donc le ministre a essayé de les mettre en garde. Et il y a eu plusieurs communiqués. Je profite de votre antenne pour le remercier. Je parle du ministre des Affaires étrangères à qui le chef d'État a confié cette mission. Il a réussi dans la mesure où ceux qui n'ont pas voyagé, leurs sous sont reçus, sont déjà dans leur poche. Très bien. Et quelles sont les faiblesses de cette organisation, même si l'État appuie maintenant ou intervient justement dans la structuration, dans l'organisation du Hajj au Bénin, quelles sont les faiblesses? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Oui, ce qu'on doit corriger, les convoyeurs ne seront pas d'accord avec moi. Mais ils ont l'obligation d'accepter ce que je veux dire. Quelqu'un, un pèlerin qui vient du Nord, qui n'a pas des parents ici, et c'est la veille que le pèlerin est déjà sur le site. Mais vous devez leur donner à manger. C'est ce que les convoyeurs ne font pas. C'est une obligation de donner à manger à ceux-là. Parce que si ceux-là, ils rentrent dans la maison, la maison des pèlerins, oui, tu ne dois plus sortir pour aller à quelque part. Tu es resté là.
Or, on a interdit aux vendeurs de nourriture d'aller sur le site. Donc, ceux-là, ils souffrent. Je parle bien, je précise bien ceux qui viennent du serpent. Ils souffrent. Il faut qu'on leur donne à manger. Il faut que ce n'est pas affaire de sang douce. Est-ce que c'est de la responsabilité des convoyeurs de le faire ou bien c'est de la responsabilité de l'État? Non, c'est les convoyeurs. L'État ne gagne rien. C'est les convoyeurs qui gagnent. Mais qu'est-ce que les jeunes de nourrir ceux-là à raison de 1500 francs par jour, les services traiteurs. Mais depuis toujours, c'est resté comme ça. L'Union islamique, dont je fais partie du bureau national, Oui. nous avons écrit à beaucoup de sociétés d'État pour leur dire, bon, les convoyeurs ne font pas. Mais nous, on est gênés en tant que musulmans que ceux-là viennent sur le site sans rien manger. Parmi toutes ces sociétés, c'est Move seul qui a accepté de nourrir les pèlerins. Je passe par vous pour remercier le président directeur général du Move. Vraiment. Et quand ils ne mangent pas, qu'est-ce qu'ils font? Quand les convoyeurs ne donnent pas à manger, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour se nourrir? C'est ce que je dis. Il y en a qui amènent de gari. Ah. Oui, parce que tu ne peux pas préparer de nourriture, de candy ou bien de manavi, amener sur le site. Tu ne peux pas même manger. Donc, Move va faire ce qu'il peut. Mais malheureusement, cette année, Move va décliner l'offre. Parce qu'il y a MTN qui n'a pas répondu à notre appel, Celtic aussi n'a pas. Les banques, personne n'a répondu à notre appel de l'Union islamique de Bénin de venir quand même aider ces pèlerins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les pèlerins alors? C'est vrai que le dernier vol, c'est déjà passé. Oui, Voilà. je suis obligé de le dire, ce n'est pas coïncidence que vous m'avez invité. La fondation Malekos, dont je suis le président, nous avons décidé de les nourrir jusqu'au dernier vol. Et c'est ce que nous avons fait. La fondation Malekos a engagé un service traiteur. Et tous les jours, dans l'après-midi, à partir de 19h, le manger est là. Et tu sais pourquoi nous avons fait ça? C'est une honte. C'est une honte pour les opérateurs économiques. Ce que nous gagnons dans le pays, on garde pour sa famille seule. Et il paraît que c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile. Les marchés, ça ne marche plus. Mais nous, on n'a pas de marché. La fondation Malekos, je suis entrepreneur et je peux vous dire que depuis que Talon est arrivé, je n'ai jamais gagné un marché. Je remercie le ministre, le président Diogbenou, lorsqu'il était ministre, il nous a fait quelque chose. Il nous a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Nous, on doit construire comment on appelle, les maisons d'arrêt. Dans les maisons d'arrêt, il faut construire pour le régisseur. Nous avons compétit. Et en son temps, on a gagné le marché. Et c'est le seul marché que j'ai gagné dans ma vie. Et pourtant, les gens disent que je suis avec Talon. Le président Talon ne m'a jamais donné un marché. Ça, je le dis, ce qu'il fait, c'est bon pour la religion, mais moi, il ne m'a pas donné un marché. Donc cela veut dire que pour faire du marché, c'est général. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va refuser d'aider ceux qui n'en ont pas. Donc, on le faire. Nous, on a fait, la Fondation Malekos a fait, et hier, les gens sont contents, et tous les pèlerins, sauf le premier vol, on est en retard pour le premier vol. Mais du deuxième vol jusqu'au 8e, vraiment, on a mis les gens à l'aise. En tout cas, vous êtes récompensé. Dieu doit nous récompenser, ça c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà, le dernier vol est passé et donc on peut espérer que ce que vous estimez qu'on doit corriger, ce sera corrigé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut corriger aussi, à part le manger? Non, à part le manger,
il n'y a pas quelque chose à corriger. Si tu vas dans la maison, je profite pour remercier le directeur de ce centre, El Achabi. Vraiment, c'est un jeune qui connaît ce qu'il faut. Très bien. Il a trop fait. Si tu vas dans la maison, vraiment, vous serez à l'aise. Tout est propre. Les toilettes, on nettoie à toutes les minutes. Tu vas là-bas, tu sors, quelqu'un rentre pour nettoyer, comme à la Mecque. Très bien. Donc rien à corriger sur ce plan. Voilà. Merci beaucoup à vous, El Hadj Yakubu Malekhossou. On va aborder notre deuxième thématique, c'est bien les élections générales de 2026. Très bientôt, les électeurs béninois seront appelés à élire donc le successeur de Patrice Talon. Mais avant cette échéance, il y a le rendez-vous des législatives et des communales. Vous qui êtes, on pourrait dire, acteur de la société civile, ancien acteur politique, il faut bien le noter, El Hadj Yakubu Malekhossou, comment voyez-vous justement l'organisation de ce processus électoral? Merci, monsieur le journaliste. J'ai commencé la politique en 1972, très jeune. Très bien. Et je fais partie des premiers CDR en son temps. J'étais à la SODAC de Boycon. Je suis à la SODAC de Boycon. À l'arrivée du président Kérékou, j'ai fait partie de ceux qui l'ont soutenu. Dans mon quartier, dans mon arrondissement, je suis le premier responsable à la sécurité. En ce temps-là, je faisais partie de ceux qui arrêtaient les sorcières et sorciers. On les amène à la préfecture. Je suis le responsable à la sécurité. Et lorsqu'on a installé les comités de défense de la Révolution, je fais partie des premiers responsables. Donc, très jeune, j'ai commencé, en ce moment, je dois avoir 22 ans, j'ai commencé la politique. Et vous maîtrisez ce milieu, puisque vous avez été également député. Oui, j'ai été député, c'est par force que j'ai accepté. Je ne voulais pas être député. Parce que je disais, ben, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mon niveau de classe est CME. Or, là-bas, il faut parler le français. Comment je vais me débrouiller? En tout cas, vous l'avez fait. Parlons maintenant des élections générales. Comment voyez-vous l'organisation du processus? Les élections générales, je crois que ce que je dis, oui, les responsables politiques, je parle des opposants et des mouvanciers. Il ne s'agit pas de rester là pour dire que nous ne pouvons pas trouver 20%. Non, c'est faux. Cela est possible. Cela est possible si les gens prennent conscience pour passer dans les quartiers, dans les arrondissements, dans les agglomérations. Moi, j'ai été député. Et ce que nous avons fait, les gens ne font plus ça maintenant. Les gens ne font plus ça, ça je le dis. Il ne s'agit pas de réunir les militants qui sont démocrates, les militants qui sont UP, le renouveau, les militants qui sont BR. Oui. Non, ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. C'est à partir des agglomérations qu'il faut expliquer ce que le chef de l'État est en train de faire. C'est à partir des agglomérations qu'il faut expliquer ce que le président est en train de faire, que ce n'est pas bon. C'est leur job, ça. Ils doivent aller dans les agglomérations, expliquer ce que le président est en train de faire, ce n'est pas bon. Et les deux autres parties, on ne peut pas réunir les gens dans un bâtiment, dans une maison du peuple ou bien dans un hôtel pour dire qu'on est en train de travailler. Non, nous, on n'a pas fait ça. Il faut aller au contact. Il faut aller au contact à partir des agglomérations. Nous, à la 23e circonscription électorale, tous les 3 mois, lorsque j'étais député, on va dans nos agglomérations. Après les agglomérations, c'est les quartiers.
Après, les quartiers, c'est les raisons des arrondissements. Mais les choses ont changé aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Vous savez que même certains opposants ont voulu quand même aller au contact de leur mandat, mais ça a été difficile. Il y a eu des interdictions. Non, mais ça, c'est si tu vas dans une agglomération, aucun policier ne va t'arrêter. Hein. Non, du tout. Du tout. Vous réunissez la masse. C'est ça qu'on dit, non? Oui, la masse. Vous réunissez la masse dans un hôtel ou bien dans une école. Non, ce n'est pas là le problème. Ça, tu as besoin d'autorisation. Tu as besoin d'autorisation. Mais si c'est dans une agglomération, tu vas demander autorisation à qui? Et c'est là le travail. C'est pas à partir de là qu'il faut commencer la sensibilisation. Et donc pour vous, les 20%, ce n'est pas difficile? C'est possible. C'est possible. Et pourtant, depuis 1990, aucun parti politique n'a eu 20% dans chaque circonscription électorale. Non, tu as raison. Mais ce n'est pas ça maintenant. Les partis, si on parle des grands partis maintenant, il y a démocrate, UP, BR. Oui. Mais c'est possible. Avant, on avait près de 100 partis. Comment on peut trouver 20%? C'est pas possible. Maintenant, on est ensemble. C'est possible si on travaille bien, si on va à la base. Mais les gens ont peur de dépenser. Parce qu'en notre temps, tu vas dans les agglomérations. Les gens sont arrivés, comme on dit chez nous, à la Frizipo. C'est une obligation. Les gens sont arrivés, tu ne peux pas leur trouver de l'argent pour payer de l'eau. Mais ça, ça, ce n'est pas de la corruption? Ce n'est pas de la corruption. Tu viens chez quelqu'un, tu invites la personne, mais ce n'est pas possible. Il doit boire de l'eau. C'est une obligation. Ils font ça. Ils font ça. Tous les deux partis font ça. Les trois partis, ils font ça. Mais ce n'est pas ça. Il faut commencer à partir des agglomérations. Vous allez là-bas, vous réunissez les gens, et c'est les mêmes agglomérations. Si tu as 10 agglomérations dans un quartier, ceux-là reviennent dans le quartier pour écouter le même message. Si tu as 5 quartiers, 12 quartiers dans un arrondissement, ceux-là viennent à l'arrondissement pour écouter le message. Maintenant, les arrondissements, ils viennent à la commune écouter le message. C'est de l'argent. Les gens ont peur de dépenser maintenant. C'est tout le problème. Peut-être que parce qu'ils ne trouvent pas assez. Qu'est-ce que nous on gagne en ce moment-là? Mais c'est pas ça. Hein. Dans l'agglomération, dans une agglomération, si tu dépenses 100 000, c'est déjà trop. Hein. C'est des gens, on les partage même 100 francs. Et ils sont contents. Ils sont contents. Maintenant, ils disent, tu vois, les gens ne sortent plus pour aller voter comme avant. Je suis sûr que le même problème va se poser. C'est ça que les gens disent. Hein. Or, avant, en notre temps, on ne dit pas ça. Hein. On va vers eux. Même si c'est 100 francs, ils se battent pour ça. Il n'y a plus ça. Et pourquoi les gens ne sortent plus? Donc il faut de l'argent, alors que les gens combattent l'argent dans la politique. Il n'y a pas un budget de campagne. Dites-moi. Il y a un budget de campagne. Il n'est pas interdit pendant rencontrer les gens, leur donner à boire. Ce n'est pas interdit. Si c'est interdit, on ne doit pas mettre frais de campagne. On ne doit pas mettre ça. Très bien. Et après, tu vas justifier comment tu as dépensé l'argent que le gouvernement donne. Elle a dit à Koubou, il y a quand même l'opposition et certains acteurs de la société civile qui demandent la révision du code électoral. Vous avez entendu parler et puis demandent aussi un dialogue. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces choses? Non, moi, je suis de la société civile et ce que les gens disent, il faut réviser. Ça reste tel. Moi, Malekhossou, je n'ai rien à dire sur ça. Parce que je suis neutre. Ouais. Je suis
entre les deux opposés. Nous sommes au centre. La fondation Malekos est au centre. Le seul conseil que nous, on a à leur donner, aller à la base, expliquer à vos militants ce que le gouvernement fait, ce que le gouvernement ne fait pas. C'est tout. C'est le conseil que moi. Mais se prononcer que on va réviser, non, non, moi je ne suis pas dans ça là. Très bien. Ce n'est pas mon domaine. Voilà. Et pour des élections apaisées, quelle est la responsabilité des acteurs politiques? Bon, l'élection apaisée, si ça commence, on ne sait jamais là où ça va finir. Donc, tous les partis, on a près de 10, je crois, ils ont intérêt à aller, je ne parle pas des grands partis, même les petits partis, ils ont intérêt à aller vers les militants à la base pour leur expliquer. Il ne s'agit pas de vous mettre sur les voies. L'incident de 2019 et de 2023, qu'est-ce qui s'est passé? On dit aux militants d'aller marcher contre le pouvoir. On dit aux militants d'aller barrer les voies publiques. Non. Mais si tu regardes parmi ceux-là, tu ne peux pas trouver la femme d'un député, la femme d'un ministre. Jamais. Tu ne peux pas trouver les enfants d'un ministre, les enfants d'un député en train de marcher. Non, c'est rare. J'ai été député. En son temps, j'ai marché aussi. Mais je refuse à mes enfants de ne pas sortir. Et c'est les pauvres qu'on a l'habitude d'envoyer sur les voies publiques. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Nous n'avons pas besoin de marcher pour demander ce que nous voulons. Non du tout. On n'a pas besoin de barrer les voies publiques, empêcher la libre circulation avant de trouver ce que nous voulons. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, moi, c'est le job des partis politiques, de tous les partis politiques. Dites à vos militants, si vous voulez quelque chose, c'est nous les premiers responsables. C'est à nous que vous allez poser votre problème. Et nous allons voir les autorités supérieures. Si ça réussit, alhamdoulilah, mais si ça ne réussit pas, on n'a pas besoin de marcher. On n'a pas. Nous, à la Fondation Malekos, nous avons déjà commencé quelque chose. On est en train de circuler dans les mosquées pour leur dire les élections arrivent. Il ne faut pas accepter d'aller sur les voies publiques. Dites à vos enfants, si un politicien vous dit venez marcher, il faut dire à ce politicien-là, sortez vos enfants d'abord. Si je trouve vos enfants, moi-même je vais sortir. Et ça, c'est le mot d'ordre de la Fondation Malekos. Les gens peuvent nous critiquer pour dire que nous sommes avec talent. Oui, nous sommes en train de suivre. Est-ce que vous êtes avec talent? Je suis avec talent parce que le Coran est clair. Sourate 4, verset 59, obéissez à ceux d'entre vous à qui j'ai donné le pouvoir. Cela ne veut pas dire que si talent fait des mauvaises choses, on va rester tranquille. On demande audience, on le rencontre pour dire ça, président, ça c'est pas bon. Mais nous n'avons pas besoin de la presse. Est-ce que vous avez déjà fait ça durant ce mandat? Beaucoup même. Rappelez-nous quelques... Il y a des agents de l'État, ils sont au nombre de 200 et quelques, des agents permanents de l'État qui étaient suspendus. Ceux-là, ils sont venus nous voir. Et pour eux, on va organiser une conférence de presse pour demander au président Talon de voir les cas. Mais nous, on a fait ça. On a écrit, et le président a accepté à la dernière minute de nous recevoir. Et président, c'est nos enfants, ils souffrent. Ils souffrent. Il faut faire quelque chose pour eux. Et ceux-là, présentement,
ils sont en train de travailler. Il y a beaucoup d'exemples. Nous, on fait les choses, mais sans caméra. Parce que je ne vais pas lever, je ne veux plus lever la main pour dire que je serai député. Donc tout ce que je fais, c'est pour le pays. Et je sais que Dieu doit me récompenser. Mais si tu cherches encore des places politiques, tu vas appeler les journalistes pour dire je fais ça, je vais faire. Non, nous on ne fait pas ça. Très bien. Nous sommes à quelques mois des élections. Déjà en janvier, nous avons le rendez-vous des communales et puis des législatives. Et puis le 12 avril pour l'élection présidentielle. Mais on ne connaît pas le candidat. Les candidats, on ne les connaît pas. Est-ce que ça ne vous gêne pas, vous qui avez été un brillant acteur politique aussi? Oui, présentement, on n'a pas de candidats. Moi, ça me gêne. Ça me gêne. Et je demande aux acteurs, aux responsables des partis politiques, que le peuple a besoin de leurs candidats. Je leur demande humblement, jusqu'en mois d'août au plus tard, il faut que nous sachions à qui on va voter. À mois d'août. Je ne parle pas du chef de l'État. Ça reste beaucoup. Oui, mais jusqu'en août, c'est bon. D'ici 3 mois ou plus, oui, il faut qu'on soit au courant des candidats, des duos candidats, démocrates et aussi les autres. Donc, vous avez dit que vous ne parlez pas du chef de l'État, pourquoi? Il est partant. Le chef de l'État est partant. Bon, les gens parlent de dauphin. Est-ce que vous trouvez des dauphins pour le chef de l'État? Non, non. José Gobenu, par exemple? Ouais, il a droit d'être candidat. Mais il faut que ses collègues, je parle des autres membres de son parti à 7, oui, c'est lui qui doit signer. Hein. C'est comme BR, c'est le président Biotane qui doit désigner le candidat de son parti. C'est Diogbenou, le président, c'est lui qui doit signer pour dire que c'est telle personne. Donc, mais ce que je sais, les deux là ne peuvent pas autoproclamer. C'est entre eux qu'on va les désigner. Et notre souhait, il faut qu'il y ait consensus entre les membres du bureau et que celui qu'on désigne fait lui. Je parle des démocrates aussi. Hein. Il faut un consensus. Celui qu'on va désigner, il faut que tout le monde accepte. Parce que si c'est divisé dans leur rang, ça serait difficile pour la population de voter pour eux. C'est un conseil que je leur donne. S'il n'y a pas consensus pour la désignation des 3 duos candidats, je crois que les gens ne vont pas sortir pour aller voter. Et vous avez cette crainte-là? Ah oui. Mais si les gens ne votent pas, ce n'est pas bon pour notre pays. Très bien. Merci beaucoup à vous, El Hadj Yakou Malekhossou. Je sais qu'il y a bien de sujets sur lesquels on peut toujours donc opiner avec vous. Mais pour finir, avant de vous laisser partir, ce qui se passe au Nord, je sais que ça vous intéresse et ça suscite en vous un grand intérêt avec les djihadistes. Que fait la Fondation Malekhossou pour pouvoir aider quand même l'État à combattre justement ses ennemis? Non, nous, à la Fondation Malekhossou, ça nous tient à cœur. Dans la mesure où on dit que c'est des musulmans, bien vrai, c'est des musulmans, mais c'est des faux musulmans. Dieu n'a jamais dit d'égorger ou bien de tuer les gens innocemment. Bon, il dit là, il a là. Bon, c'est des musulmans, mais des faux. Nous, pour démontrer notre bonne foi, on a été sur le terrain. Nous avons fait 2 semaines dans la Liborie. 2 semaines, je vous le dis. Et nous sommes la seule société civile qui a fait ça. On n'a pas besoin de faire campagne pour ça.
Nous avons fait 2 semaines. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de rencontrer tous les imams des grandes mosquées de la Liborie. On a su que pas, on les a invités à Kandi. On a parcouru toutes les communes, tous les arrondissements, pour leur demander de dénoncer les suspects. Ils se disent, vos frères musulmans, il faut les dénoncer. Ceux qui ne sont pas habitués à prier dans votre mosquée, après la prière, il faut l'appeler. Tu viens d'où? Il y a beaucoup qui sont arrêtés. Hein. Après notre passage, il y a les imams qui ont fait leur travail. On te trouve, tu viens d'où? Ils ne connaissent pas même Aoussa, ils ne connaissent pas Dindi ni Bariba. On les amène directement à la police. Je remercie les imams qui sont en train de nous. Et en dehors de ça, nous avons donné des instructions à ce que toutes les mosquées de la Liborie soient fermées à 20h00 après la prière de Ishaï. Toutes les mosquées sont fermées. Parce que c'est des gens qui se cachent dans les mosquées et après ils sortent pour commettre du désordre. Et ils ne sont pas des musulmans, ça je vous le dis. Ils ne sont pas des musulmans. Voilà. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Et ça continue d'ici demain même, d'ici jeudi, on va continuer notre tournée. Très bien. Merci beaucoup à vous, Elhadj Yakubu Malekhossou. Malheureusement, nous sommes au terme de nos discussions. Quel est votre mot de fin? Oui, et nous avons passé un message en direction des pèlerins de tous les vols. Les 8 vols, je vais dire, notre message est clair. Priez là-bas afin que devant Karba, devant la maison sacrée, demandez à Dieu à ce que les élections se passent dans les meilleures conditions. Deuxièmement, que Dieu attaque par l'intermédiaire des soldats invisibles ces terroristes qui viennent massacrer nos militaires. Que cela s'arrête. Ils n'ont qu'à demander devant Kaaba et aussi les lieux saints. Je parle de Arafat et de Mina. Donc c'est ces 2 prières que nous avons confiées aux pèlerins. Et ils vont le faire. Ils ont accepté de le faire. Donc vous allez voir que affaire de terroristes là, ils vont fuir. Ça, je vous le jure. Très bien. Merci beaucoup à vous, Elhadj Yakubu Malekhossou. Vous êtes le président de la Fondation Malekhossou. Avec vous, nous abordions donc des thématiques relevant de l'actualité avec les réformes opérées pour le Hajj au Bénin, les élections générales de 2026. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre sur ML TV. Et donc, c'est fini pour ce numéro de votre émission Matin Libre Politique. Toute l'équipe donc de préparation et de présentation vous remercie d'avoir suivi ce numéro et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici à là, portez-vous bien, agréable suite sur nos plateformes digitales.